Bonjour à tous, vous écoutez Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Je suis Alexandre Mars et ensemble, nous allons à la rencontre de personnalités qui ont réussi, contre toute attente, à grimper les échelons, à s'imposer comme légitimes, voire incontournables dans un monde où les places sont rares et les trajectoires souvent prédéfinies. Nous allons apprendre comment ces aventuriers ont réussi à donner un élan inattendu à leur existence malgré un chemin semé d'embûches. Et quels sont les dessous et les secrets de leur incroyable destin. Bienvenue, c'est Contre toute attente. Il était une fois une femme qui s'est taillée une place dans un monde d'hommes. Une femme de gauche qui fait de la finance. Une femme française qui renoue avec son pays d'origine, la Corée. Il était une fois une femme aux vies multiples. Une énarque, une ministre, une entrepreneuse, une financière. Comment définir ce parcours ? Elle est avec nous aujourd'hui et elle va nous le dire. Bonjour Fleur Pellerin. Bonjour. Tu as un parcours qu'on peut décrire comme sans faute. Tu as obtenu le baccalauréat à 16 ans et ensuite tu intègres successivement l'ESSEC, Sciences Po et l'ENA. Peux-tu nous rappeler ce que ton nom de naissance, Kim Jong-sok, veut dire ? Alors, c'est un peu une légende familiale. Pendant des années, on a vécu, je ne sais pas très bien d'ailleurs où cette légende trouvait sa source, mais on a vécu dans l'idée que Jong-suk, donc le prénom, mon prénom de naissance, voulait dire femme parfaite. Et ouais. Donc, je trouvais ça plutôt pas mal. J'avais compris aussi, parce que j'avais des amies étudiantes coréennes quand j'étais à l'ESSEC qui m'avaient fait comprendre que c'était un prénom un peu daté, un peu ringard, quoi. Mais je pensais quand même que ça voulait dire femme parfaite. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, c'était femme parfaite au sens de femme parfaite pour un mari, c'est-à-dire transparente, claire, qui ne fait pas de vagues. Donc, plutôt au sens de soumise. Et finalement, la connotation était beaucoup moins sympa et féministe que je l'avais pensé pendant des années. Donc un mythe s'est un peu brisé à ce moment-là. D'accord. Et tu parlais de féministe. Tu te considères aujourd'hui féministe ? Je pense que je suis pas féministe au sens où je suis pas vraiment militante. Je suis très sensible à la cause féminine et en fait, j'ai l'impression que progressivement, j'ai 45 ans, j'ai l'impression que j'ai un certain nombre de combats qui sont réactivés, que j'avais un peu mis de côté, même si j'ai été évidemment dans mon passage en politique mue par des idéaux ou des valeurs qui étaient très, très fortes. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, la question sociale, la question de la place des femmes sont des choses qui, dans ma vie d'entrepreneur et dans mon cerveau de citoyenne, sont en train d'être un peu réactivées. Donc j'aurais tendance à te dire que j'ai pas été féministe pendant longtemps, sensible à la cause des femmes, oui, mais pas féministe au sens de pas militante. Et en fait, en ce moment, je me rends compte que dans les discussions que j'ai avec ma fille qui a 14 ans, je lui mets dans le crâne des choses qui sont en fait assez revendicatives, féministes, et pour qu'elle prenne conscience des enjeux, que la lutte n'est pas achevée et qu'il y a encore beaucoup de combats à mener. Et tu penses que toi, quand tu avais 14 ans, tu étais dans cette revendication ou pas du tout ? Absolument pas. Probablement aussi parce que j'ai été élevée dans un modèle où ma mère était femme au foyer et même si elle m'a inculqué très jeune la notion que c'était important pour une fille d'être, ou pour une femme, enfin pour n'importe qui, mais surtout pour une femme d'être indépendante financièrement, dans ses choix de vie, etc. Malgré tout, j'avais devant moi un modèle de famille où c'était mon père qui travaillait, ma mère qui était à la maison, qui s'occupait de la maison et des enfants, et du coup voilà, j'avais des injonctions un peu contradictoires dans le modèle familial et dans ce que ma mère imaginait pour moi. Donc je pense que à 14 ans, j'avais pas du tout conscience qu'il y avait un sujet, qu'il y avait des problèmes d'inégalité salariale, d'inégalité de traitement. J'avais pas en tête, je pense, l'historique du combat des femmes pour obtenir des droits sociaux, économiques, politiques, etc. Donc c'était pas du tout une chose à laquelle je pensais. L'accès à l'information était bien différent aussi, il y a 20 ans que ce qu'on a aujourd'hui. On parlait de ce succès scolaire, en tout cas succès dans les diplômes que tu as reçus. Il y avait un goût pour les études. C'était une nécessité pour toi ? C'était quelque chose que tu avais compris rapidement justement dans la discussion que tu as eue avec ta maman ? Ou ça s'est passé comme ça ? Non, ça s'est plutôt passé comme ça. J'ai jamais eu le sentiment non plus d'avoir été mise sous pression de manière exagérée par mes parents. J'ai jamais vraiment vécu l'institution scolaire, et y compris après en prépa et dans les écoles que j'ai fréquentées, comme une pression ou comme une contrainte trop forte. Ça paraîtra peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose comme un rouleau compresseur. Donc non pas une. Enfin, je pense que mes parents ont su nous donner à ma sœur et à moi le sens que
Probablement le sens de l'effort et puis la nécessité aussi de réaliser ses ambitions à travers l'institution scolaire, en tout cas la possibilité que l'école offrait. Et donc je pense que je l'ai intégré, mais sans que ce soit quelque chose un surmoi en permanence et une pression très très forte que je m'imposais à moi-même. Tu penses que c'est la vision que tu as maintenant de ça ? Parce que c'est vrai que tu l'as dit d'ailleurs dans certaines interviews, que ces réussites scolaires étaient clairement identifiées par toi et certainement aussi par tes parents comme une obligation si tu voulais sortir de ce cadre dans lequel tu étais. Est-ce que c'était quelque chose que tu as plus vu après ou c'était juste... Je le réécris probablement rétrospectivement parce que sur le moment, je pense que mes parents ont su me mettre aussi dans des établissements qui étaient publics, mais qui étaient aussi des établissements qui encadraient bien les enfants et donc dans lesquels finalement l'effort était réalisé mais sans trop être réalisé, quoi. Et du coup, j'ai pas du tout le sentiment de faire un effort disproportionné ou de sacrifier trop de choses à mes études. Je l'ai plutôt vécu de manière détendue. Alors en parlant de l'école, parce que c'est au début de ton parcours, cette école de la République que tu as connue, tu le dis à chaque fois, et d'ailleurs tu soutiens, sans l'école de la République, il aurait été impossible que je devienne un jour membre du gouvernement. Ce que tu vois aujourd'hui, ça te peine ? Tu trouves qu'elle a évolué en 30 ans, cette école de la République ? C'est l'école au sens large, c'est-à-dire le système scolaire et méritocratique français, y compris l'ENA et y compris pour lutter un peu contre les critiques qui sont formulées contre cette école, qui sont peu formulées, mais par rapport à une époque où finalement les places sociales étaient acquises par le népotisme, par héritage, etc., le concours anonyme, c'est quand même la moins mauvaise façon d'assigner des places à des gens qui sans doute le méritent. Alors après, on peut toujours faire évoluer les choses et le concours, il est socialement discriminant et ça, c'est un sujet de préoccupation, mais néanmoins, probablement dans un système où les choses s'acquièrent plus par héritage familial et par lignage, je pense que je n'aurais pas eu ma chance. Alors après, est-ce que ça a évolué ? Moi, j'ai eu le sentiment, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles je me suis engagée dans l'associatif et dans le politique ensuite. J'ai le sentiment finalement qu'entre le moment où moi je faisais ma prépa, qui est la prépa, c'est un des espaces les plus socialement discriminants dans l'enseignement supérieur, ou dans le passage vers l'enseignement supérieur, entre le moment où je faisais ma prépa, c'est-à-dire au début des années 90, et au moment où j'ai commencé à réaliser un peu ces choses-là, c'est-à-dire vers les années 2000, finalement, la sélectivité sociale des filières d'excellence de l'enseignement supérieur a eu plutôt tendance à s'accentuer, enfin, d'après en tout cas ce qu'on peut en lire dans certains rapports. Et en fait, c'est cette réalisation-là qui m'a fait me dire à un moment, mais finalement, une société dans laquelle les gens ne sont pas tous sur la même ligne de départ, ça on le sait, mais de moins en moins et avec de plus en plus de handicaps pour ceux qui sont socialement défavorisés, c'est une société qui va dans le mur. Et donc, c'est probablement un des ressorts de mon engagement à gauche, c'est un des ressorts de mon engagement associatif, ça c'est sûr, et de mon engagement politique, parce que je reste aujourd'hui convaincue, et vous voyez bien l'agitation dans laquelle la société française se trouve aujourd'hui, avec une réactivation de la lutte des classes. On est un peu dans ces problématiques, finalement, d'égalité des chances, d'égalité de chances par rapport au destin social et économique qu'on peut avoir pour soi-même ou pour ses enfants. Et je trouve que ça, c'est vraiment un sujet majeur, la question sociale, qui a sans doute été insuffisamment traitée par le gouvernement auquel j'ai appartenu, et qui aujourd'hui constitue une revendication majeure de beaucoup de gens qui manifestent tous les samedis dans le pays. Et quand tu parlais justement de ces manifestations, il y a aussi une demande qui est effectuée, qui est en gros fermer l'ENA. Toi qui l'as fait, c'est quelque chose qui te fait sourire, quelque chose que tu comprends, quelque chose que tu combats ? Je trouve que c'est très paradoxal en réalité, parce que je comprends bien la critique de l'entre-soi, de l'homogénéité de ceux qui sont amenés à prendre des décisions. Quand on voit qu'effectivement un gouvernement ou un entourage des principaux responsables politiques est constitué de gens qui ont exactement le même parcours, le même pédigré, la même origine sociale et la même formation, bien sûr qu'on imagine que ça doit probablement conduire à des décisions ou à en tout cas une conception du monde un peu normalisée ou un peu standardisée et qui ne correspond pas forcément à la diversité des points de vue qui devraient s'exprimer dans la représentation nationale et dans un gouvernement qui sort des urnes. Donc ça, oui, cette critique me paraît légitime.
Maintenant, encore une fois, pour permettre à des gens qui ne viennent pas de milieux privilégiés d'accéder à la haute fonction publique, d'accéder à des postes de responsabilité, je vois pas quand même de meilleur système aujourd'hui que le système du concours anonyme. On voit bien qu'il y a des tentatives de temps en temps d'essayer de faire monter des personnalités de la société civile, mais que c'est souvent difficile, parce qu'en réalité, aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne le monde politique, je ne parle pas du monde économique ou des médias, mais dans le monde politique aujourd'hui, on voit bien que les décisions qui doivent être prises, bien sûr, elles doivent être prises au nom d'un mandat qu'on a reçu des Français, mais en prenant en compte un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes techniques, de droit communautaire, de droit international. On ne peut pas faire n'importe quoi. On peut pas faire n'importe quoi avec le budget de l'État, avec les finances publiques. Et ça, alors c'est peut-être une approche trop technocratique, mais il faut en avoir un peu les clés. Et les gens qui n'ont pas du tout ces clés-là, ils ont du mal finalement à s'affirmer comme décideurs politiques ou comme politiques tout court, à avoir du poids et à prendre des décisions. Donc c'est une critique qui est normale parce que avoir des gens qui sont tous les clones les uns des autres pour diriger un pays, c'est pas sain. Et en même temps, c'est très difficile d'imaginer comment former l'élite politique de la manière qui soit la plus démocratique possible. Et pour moi, le concours, ça reste quand même encore en tout cas plus démocratique que le népotisme ou de la cooptation. Et ça, on est d'accord. Et tu sais très bien que tout le monde, dès la naissance, n'a pas les mêmes chances. Richard Descoings à Sciences Po, il a décidé que globalement, le diplôme de sortie allait être le même, mais le concours d'entrée allait être différent. D'ailleurs, c'est la seule école qui l'a mis en place. Est-ce que tu vois pourquoi c'est la seule ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être développé dans d'autres grandes écoles ? Il y a eu des tentatives, en fait. Il y a eu des tentatives à un moment de dire on va augmenter le nombre de boursiers qui seront admis dans le... Enfin, la conférence des grandes écoles avait un peu réfléchi à cette question et puis finalement avait évacué complètement cette idée. Je ne sais pas s'il faut y voir une façon qu'a l'élite de se protéger elle-même en fermant un peu les portes, qui est d'ailleurs finalement, je pense, une analyse assez bourdieusienne et qu'on peut retrouver chez pas mal de sociologues qui réfléchissent à cette question du renouvellement des élites. En fait, finalement, les gens qui sont arrivés, ils ont tendance à fermer les portes derrière eux parce qu'on se protège, on protège l'entre-soi et on est mieux entre nous, quoi. Donc, il y a peut-être un peu de ça. Moi, je me souviens très bien du moment où Richard Descoings a mis en place la filière ZEP à Sciences Po parce qu'il consultait en fait des gens qui sortaient de l'ENA pour savoir si on était prêt à mentoriser des jeunes, etc. Et j'avais trouvé l'idée formidable. Et je me souviens aussi de la violence de la réaction à l'époque des gens qui étaient en études à Sciences Po, de la presse. Tout le monde. C'était mais vraiment d'une violence. Il faut retrouver les articles de l'époque. Ça va faire baisser le niveau. Il va y avoir de l'indélinquance dans le 7e arrondissement. Enfin, c'était des trucs incroyables, quoi. Et puis finalement, 10 ans après, je crois que vraiment les résultats lui donnent totalement raison. C'est-à-dire qu'un établissement d'enseignement supérieur aujourd'hui qui se dit juste je suis un établissement de sélection et non pas de formation, de sélection et de formation, c'est, pour moi, ne remplit pas sa mission. Donc Sciences Po a dit moi je veux être un établissement à la fois de sélection, mais de sélection et de formation. Et donc en aidant des jeunes qui n'auraient pas réussi le concours normal en 5 ans à rattraper leur retard, je crois qu'il a accompli vraiment sa mission d'établissement d'enseignement supérieur. Et objectivement, on a vu que les lacunes sont très très fortes pour ceux qui rentrent à Sciences Po par la filière ZEP au début, en orthographe, en tout, quoi, enfin en culture générale, mais en 5 ans on rattrape. Et à cet âge-là, je pense que les jeunes sont suffisamment encore ouverts, malléables, perméables pour rattraper ce retard académique qui est clair. Donc un message certainement pour les autres grandes écoles qui ont aujourd'hui la capacité peut-être de penser différemment leur concours d'entrée. Il y a aussi quelque chose que tu racontes en parlant du décalage social. Donc, on parlait de la diversité, du décalage social aussi, un sujet important. Si je me souviens, dans ce que tu disais, c'est que ton père avait renoncé à ce rêve de devenir médecin. Et toi aussi, tu as obtenu, encore une fois, un bac, on rappelle, avant l'âge, les grandes écoles. Tu nous expliquais que l'univers de la haute fonction publique était différente et tu n'en avais pas les codes. D'ailleurs, tu le dis, les conversations de salon, tu ne te sentais pas à ta place. Comment tu l'as vécu à ton tour, ce décalage ? Alors, c'est assez amusant parce que je crois que sur le moment, je me suis pas bien rendu compte de ce qui se passait. Je voyais bien que j'étais pas très à l'aise dans certaines circonstances, mais bon, j'étais pas à l'aise comme j'aurais pu être mal à l'aise dans une boum ou dans une soirée. Et en fait, je l'ai pas du tout analysé à cette époque-là. Et c'est vraiment quelque chose auquel je repense beaucoup aujourd'hui, peut-être aussi parce qu'il y a ce contexte social et parce que entre-temps, il y a eu aussi des sociologues ou des philosophes qui sont intéressés à cette question des transclasses, en fait.
Annie Ernaux, Didier Ribon, etc. Et en fait, j'ai beaucoup lu tout ce qu'ils ont écrit parce que finalement, je retrouve énormément de mon histoire, même si c'est dans des proportions... évidemment, chacun a sa propre histoire, donc c'est probablement dans des proportions moindres que ce qu'ont pu vivre les auteurs que j'ai cités. Mais je retrouve dans leurs témoignages quelque chose que j'ai vécu et que je n'ai pas analysé sur le moment. Mais c'est-à-dire le fait de sortir de son milieu et de passer dans un autre milieu avec d'autres codes, d'autres références et avec une certaine forme d'imperméabilité entre les deux qui est assez compliqué à vivre finalement parce que vous avez l'impression d'être un peu un traître à vos origines, et c'est quelque chose en réalité d'assez violent. Et je pense que j'étais trop jeune pour le réaliser comme ça au moment où je l'ai vécu, mais c'est vrai que quand je me suis retrouvée dans des dîners à l'ambassade ou à la préfecture, j'avais jamais été en contact avec des gens qui avaient fait l'ENA, je savais pas du tout comment cette espèce de conversation un peu légère et superficielle, comment l'aborder. Je me sentais je me sentais complètement gauche. Et c'est là que j'ai réalisé aussi que finalement il y avait une forme de reproduction sociale qui était très forte, probablement peut-être un peu moins à Sciences Po qu'à l'ESSEC par exemple, ou un peu moins à l'ENA, mais néanmoins très forte quoi. Et c'est vrai que ce passage d'une classe à une autre est une expérience de vie qui est assez étrange. Et en fait, tu l'as surmonté naturellement. En fait, tu n'as pas travaillé, tu t'es pas dit au bout de 2 jours, il faut que je fasse quelque chose, et tu l'as analysé plus tard. Ouais, je l'ai analysé plus tard. J'ai pas du tout eu le sentiment, mais un peu comme quand on parlait tout à l'heure de mes études, je l'ai fait un peu sans me rendre compte, je pense, comme on s'adapte à un habitat, quoi, ou à une nouvelle culture, on s'acculture à des pratiques, à un habitus social, quoi. Et en fait, je l'ai fait de manière un peu par survie probablement, mais de manière assez naturelle, sans que ce soit très très pénible non plus. Mais en réalité, je réalise aujourd'hui avec le recul à quel point finalement c'était quand même une expérience assez violente. La trajectoire et les prises de position, à chaque fois tu parles de cet engagement justement pour la diversité. Tu as été présidente du club 21e siècle. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est ce club 21e siècle qui continue aujourd'hui et qui a un autre président? Qu'est-ce qu'ils font justement pour la diversité? Alors, c'est une association qui avait été créée par des amis, Chen Vathieu et Hakim El Karoui. Je ne sais plus très bien en quelle année, vers le début des années 2000, pour justement lutter contre l'enfermement des élites, pour lutter pour le renouvellement, la diversification des élites, à la fois en termes d'origine sociale, économique, ethnique, etc. Avec l'idée sous-jacente que finalement, un pays qui ne met pas en avant sa diversité alors qu'elle s'est construite par l'accueil, l'immigration, qu'elle est un creuset en fait, parce qu'est la France. Ce pays qui ne sait pas reconnaître et mettre en avant sa diversité a un énorme problème de représentation, mais aussi de survie, quoi. Et donc l'idée, c'était d'essayer de repérer de manière très pragmatique, donc c'était pas un think tank qui produisait des notes, etc. C'était vraiment essayer de repérer à chaque moment clé d'une vie où sont les discriminations qui s'exercent et comment on peut lutter très pratiquement contre ces discriminations. Donc ça commence au moment du choix de l'orientation à l'enseignement supérieur, donc en 4e, 3e, au moment où on choisit ce qu'on va faire plus tard. Quand on est dans une famille où les parents savent pas ce que c'est, Sciences Po, les classes prépa, etc., déjà on est moins avantagé que quand on est enfant de gens qui connaissent très bien les arcanes de l'enseignement supérieur. Il y a le bac, le premier job, il y a quand on est créateur d'entreprise, aller voir son banquier, des financiers et s'adresser à eux. Il y a au moment où on est dans une entreprise, essayer d'obtenir une promotion. Enfin, il y a plein de moments où très clairement s'exercent des discriminations négatives. Et donc, on a essayé de trouver pour chacun de ces nœuds de vie des solutions très pratiques pour aider les gens à aborder ces moments-là. Et donc, par exemple, il y avait une initiative, moi, dont j'étais très fière, c'était le moment où on avait commencé à travailler sur l'orientation en 3e. Et donc, on faisait venir, d'abord à Sciences Po, puis après à Dauphine, plein de membres du club, donc de toutes les couleurs, de toutes les origines, etc., et qui étaient médecins, banquiers, hauts fonctionnaires, artistes, etc., qui expliquaient leur quotidien professionnel et le parcours qui les avait amenés, le parcours académique, ou le parcours de vie qui les avait amenés jusque-là. Et donc, on voyait en face de nous des gamins qui, soudain, pouvaient se projeter sur un banquier, un travailleur social, et parce que la personne leur ressemblait et que l'identification, le transfert fonctionnait. Et c'était magique parce que on voyait bien qu'on déclenchait des choses chez ces enfants. C'était des gamins qui avaient entre 12, 13 et 14, 15 ans, quoi. Et leurs parents et leurs
profs parfois qui les accompagnaient, des choses, on ouvrait des horizons nouveaux, et ça, c'était vraiment une très belle expérience personnelle. Et quand tu parlais de ces diversités, est-ce que tu vois aujourd'hui un monde qui va mieux en France par rapport à ces diversités? Est-ce que tu parlais tout à l'heure de ce club-là qui est toujours actif? Est-ce que vous aviez essayé de mettre en avant des quotas, de cette discrimination positive dont on parle régulièrement? Est-ce que toi, tu étais pour ces quotas? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors moi, j'étais très contre les quotas. D'accord. Parce que par républicanisme, en fait, parce que j'avais une conception... Pour les femmes aussi j'étais contre. J'ai très, très, très clairement évolué sur la question entre les années 2000 et maintenant. J'étais contre parce que... pour toutes les raisons qui sont souvent évoquées, parce que je me disais, si on fait des quotas, les gens qu'on a discriminés positivement vont le traîner toute leur vie, on va leur reprocher d'eux, et finalement ça reproduira, ça décalera dans le temps la discrimination positive. Et puis c'est pas républicain et je suis plus pour l'égalité des chances, etc. Donc j'étais plus dans cette approche-là. Et en fait, je me rends compte avec le recul que quand on s'en remet trop à des évolutions naturelles ou spontanées de la société, parfois il faut attendre trop longtemps. Et les quotas, ça permet juste d'accélérer un mouvement. Et je pense que finalement, même si c'est compliqué à combiner avec le principe d'égalité dans le droit constitutionnel français, etc., je pense que finalement c'est bien. Et la meilleure preuve en est pour moi l'histoire des femmes dans les conseils d'administration. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu la loi Copé-Zimmermann, on serait encore en train d'attendre les femmes dans les conseils. Et à l'époque, je pense, où elle a été votée, il devait y avoir moins de 10% de femmes dans les conseils d'administration du CAC 40. Aujourd'hui, tout le monde respecte la loi, parce que comme il y avait des petites sanctions à la clé, je pense que c'était l'intérêt bien compris de tout le monde. Mais donc, ça a marché. C'est pas une parfaite parité. C'est quand même mieux maintenant, c'est 40%. C'est 40%, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de parité. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, par exemple, tout le monde trouve naturel d'avoir un gouvernement paritaire. C'était pas du tout le cas il y a encore quelques années. Donc, il y a quand même des choses qui ont évolué. Maintenant, il y a encore le problème des inégalités salariales. Et pour le problème de la diversité des origines ethniques, on a toujours le problème du comptage, en fait. Et c'est là-dessus que finalement le club 21e siècle n'arrivait pas tellement à se positionner parce que on n'avait pas de consensus, en fait, sur les statistiques ethniques. Aux États-Unis, tu peux évidemment le faire. Et aujourd'hui, en France, quand tu poses la question dans votre entreprise, est-ce que vous pouvez nous donner un comptage par origine ethnique? C'est tout de suite, c'est impossible, on ne peut jamais demander ça. Est-ce que toi, tu trouves que c'est quand même se cacher à son petit doigt? J'ai vraiment évolué sur le sujet, c'est-à-dire que je pense qu'on a des traditions différentes. Je pense que la tradition sur le fichage, le recensement, etc., est pas le même. Enfin, on n'a pas le même rapport à ces notions-là en France, aux États-Unis, en Allemagne, dans les pays scandinaves. Je pense que les pays scandinaves, les pays nordiques sont beaucoup plus décomplexés vis-à-vis du comptage, du fichage, etc. Nous, on a historiquement, je pense, un passif plus lourd vis-à-vis de ça, et c'est ce qui explique probablement pourquoi on a du mal avec ça. Moi, je pense que dans un souci d'efficacité et de pragmatisme, ce serait beaucoup mieux de le faire parce qu'on pourrait au moins mesurer une progression. Aujourd'hui, c'est très facile de dire on ne peut pas compter, donc on ne peut pas savoir si finalement dans les comités exécutifs des grandes entreprises ou même de toutes les entreprises, est-ce que la part des femmes ou la part des gens qui sont issus de l'immigration progresse? Je pense que ce n'est pas vraiment le cas et c'est pour ça que c'est mieux de se dire on ne peut pas compter comme ça, on ne peut pas nommer les choses. Mais pour moi, par pragmatisme, je pense qu'il faudrait le faire. C'est intéressant de t'entendre dire qu'aujourd'hui, et ce que beaucoup de gens voient, on ne serait jamais, mais jamais où nous sommes, c'est-à-dire 40% de femmes dans les conseils d'administration, alors des entreprises qui ont plus de 500 personnes. Il y a tout un tas de choses, mais on voit que ça commence à descendre en cascade. La loi continue à évoluer pour que ça soit absolument partout. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, c'est mieux qu'il y a 8 ans quand cette loi a été mise en place. Parlons un peu de ce milieu politique aussi que tu as très bien connu. Tu le décris comme un milieu, et ça tout le monde peut s'en apercevoir, dur, violent, machiste. Est-ce que ce contexte a été un frein dans l'exercice de tes fonctions en tant que ministre? C'est difficile à dire. Je ne suis pas sûre que c'était un frein. Il y avait des comportements, mais probablement aussi parce qu'on a été habitué à vivre dans une société qui est avec encore beaucoup de signaux de domination masculine. En fait, finalement, j'avais tendance à me dire faisons avec. Enfin, je ne sais même pas si je me posais la question d'ailleurs. Mais par exemple, il y avait des choses qui étaient très claires quand j'allais à une audition à l'Assemblée nationale sur le budget, par exemple, où il peut y avoir des sujets techniques à discuter avec la représentation nationale.
j'avais le sentiment qu'on me posait à moi des questions beaucoup plus techniques et beaucoup plus compliquées et pointues que à mon chef, qui était Arnaud Montebourg, par exemple, alors qui avait beaucoup d'éloquence, qui occupait plus l'espace et peut-être qu'il inspirait un peu plus de crainte et du coup, personne n'osait aller l'embêter sur des sujets un peu pointus où il aurait été mis en difficulté. Mais en tout cas, il était manifeste que moi, on avait envie de me coincer sur des sujets de compétences, quoi. Et ça, je pense que c'est plus quelque chose qui va être une attitude qui va être machisme primaire. Ouais, je sais même pas si c'est. Enfin, je sais pas si c'est machisme primaire, mais en tout cas, quand quelqu'un est jeune, quand c'est une femme, on a envie de. On a peut-être plus envie de dire bah, elle connaît pas bien son dossier et on a plus envie de la coincer sur des sujets de connaissances, de compétences qu'on ne le ferait avec un homme. Il m'a semblé. Il m'a semblé. Cette violence qui est tristement identifiée, elle est aussi présente dans certaines représentations métatiques. Par exemple, moi j'ai vu un nombre d'articles qui te font référence. Ton physique, ton apparence, ton comportement, décrit comme, je cite, féminin. Comment on vit ça ? Bah ça c'est pareil, tu vois, je crois que c'est tellement... Ça m'énervait, si, je me souviens très bien qu'il y avait eu un jour, il y avait eu un portrait, alors je sais plus très bien quand c'était, mais il y avait eu un portrait je crois que c'était dans ça devait être dans Le Monde Magazine, qui commençait par la couleur de mon vernis à ongles ou de mes chaussures, je sais plus, je m'étais dit c'est vraiment lamentable. Et ça faisait déjà 3 ans que j'étais au gouvernement, donc on pouvait me critiquer sur des choses que j'avais faites ou pas faites, etc. Tu as contacté le journaliste à ce moment-là ? Je crois que je l'avais pas fait parce que bon, c'est un peu un combat, c'est un peu remplir un trou dans le sable avec de l'eau. Tu vois, t'as tellement de combats à mener qu'il faut choisir tes combats et ton énergie est limitée, donc il faut l'orienter sur les bons combats. Tu pourrais balancer ton porc ou tes porcs ? Non. T'as dû en avoir. Pas beaucoup. Je sais pas si je dois être un peu vexée de ça, mais non, pas beaucoup parce que j'ai. Non, je dois dire qu'il y a eu quelques trucs qui étaient probablement un peu limites, mais qui sont pas du tout suffisants pour mettre en pâture les gens, etc. Donc, mais c'est évident. Je dois dire que je suis étonné. Mais je pense que c'est parce que je suis un peu froide. Enfin, en tout cas, les gens souvent me disent, souvent, ils me disent, mais en fait, t'es sympa, t'as pas du tout l'air sympa, mais t'es plus sympa quand on te connaît. Et donc, peut-être que je mets une espèce de distance qui est peut-être dans mon attitude physique, etc. Et du coup, j'ai dû faire peur. J'ai dû faire peur aux gens et j'ai pas trop eu à me plaindre de harcèlement pendant mon passage. Voilà une bonne nouvelle. Tu as participé à 3 campagnes présidentielles. En 2002, tu étais dans l'équipe des plumes de Lionel Jospin. En 2007, Ségolène Royal te confie la cellule chargée des relations avec la presse spécialisée. En 2012, tu es responsable du pôle société et économie numérique dans l'équipe de campagne donc de François Hollande. Donc 3 campagnes totalement différentes. Un cataclysme, une défaite et une victoire. Est-ce que tu peux nous donner un souvenir, mais un souvenir qui t'aura particulièrement marqué de ces 3 aventures uniques ? Le souvenir pendant la campagne de Jospin, c'était évidemment le choc atroce du premier tour. Et je me souviens aussi d'une réunion qu'on faisait juste avant les résultats du premier tour pour préparer le débat du second tour, sans imaginer une seule seconde ce que serait ce résultat. Et puis le moment où on a commencé à sentir ce qui était en train de se passer, vers 17-18 heures, et puis les résultats, et moi je me souviens, j'étais chez des amis qui avaient voté, qui avaient un peu dispersé leur vote, qui étaient plus tous socialistes en réalité, qui auraient tous voté Jospin au second tour, mais qui au premier tour étaient allés un peu pêcher ailleurs, et je me souviens que j'étais vraiment en colère contre eux, quoi. J'étais très en colère. C'est de votre faute. J'étais vraiment... Et là, franchement, eux... Bon, après, tu les revois on encore ? était tellement sidérés, bien sûr, c'était vraiment des amis très proches, mais tout le monde était tellement sidéré qu'on n'a même pas pu s'engueuler parce que c'était... on a vécu ce moment comme un moment qui était un moment d'histoire grave, quoi. Et c'était... Un souvenir positif ? Alors, celui-là était vraiment horrible. Des souvenirs positifs, il y en a plein parce que des campagnes, c'est quand même des moments qui sont gais, même si à la fin on perd. C'est quand même des moments où on est tous en tension vers un objectif commun, en mode un peu commando. Et il y a un sens de la solidarité, de l'objectif commun qui est très fort et qui soude énormément les gens. Solidarité qui après peut se distendre un peu quand chacun est un peu en concurrence sur son territoire avec les voisins. Donc finalement cette solidarité-là, donc c'est pas un souvenir précis, mais c'est vraiment les meetings, une sensation de communion qui est vraiment très combattant, qui est très chouette. Et ça c'est dans les 3 campagnes en fait il y a eu des moments, les grands meetings
meetings réussis sont des moments qui sont géniaux, quoi. Donc en 2016, tu quittes l'arène politique, ce monde politique, et tu te lances dans l'entrepreneuriat en créant notamment ton fonds d'investissement qui s'appelle Corelia. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans cette aventure ? Alors c'était totalement inattendu. En réalité, je n'avais pas du tout pensé à ce type de reconversion. Ce qui était sûr quand j'ai été sortie du gouvernement, c'est que je ne voulais absolument pas accepter un lot de consolation, un hochet, comme il est souvent d'usage. Donc j'ai refusé qu'on me propose des présidences d'établissements publics, etc. C'était pas du tout mon genre de beauté. Et je trouvais que finalement, j'avais encore assez d'énergie, même si j'étais éreintée, y compris physiquement. C'était le dernier moment de ma vie où je pense que je pouvais vraiment switcher, comme on dit, changer complètement d'orientation professionnelle, et j'en avais assez envie. Et en fait, ce qui m'a donné l'idée, c'est une série de circonstances. D'abord, j'ai discuté avec un ami qui m'a proposé d'entrer dans un fonds d'investissement, mais déjà existant, pour préparer la succession de l'équipe en place. Et donc, ça m'a mis un peu l'idée dans la tête, alors que je n'avais jamais pensé avant. Et puis après, c'est une rencontre, finalement, avec le fondateur de cette entreprise, Naver, avec qui j'étais très, très en phase intellectuellement sur le sens de la révolution numérique, de ce que ça implique pour la souveraineté des États, pour notre façon de vivre, de consommer, de travailler, etc. Donc, assez stratosphérique et pas du tout business au départ, cette relation. Mais finalement, quand j'ai été virée, ils étaient très contents de voir que j'avais été virée, donc ils m'ont recontacté. Et c'est avec eux que progressivement, j'ai élaboré l'idée de créer un fonds d'investissement avec des fonds coréens qui s'investiraient en France et en Europe pour essayer de construire des ponts finalement entre nos écosystèmes, pour être plus fort dans la compétition contre les GAFA, les BATX, donc les grandes multinationales américaines et chinoises, et essayer de créer de très très belles entreprises européano-asiatiques avec une équipe française, ou en tout cas européenne, et puis des fonds asiatiques. Ouais. Et quand tu disais justement que ce n'était pas forcément ça que tu avais en tête, quand tu as fait ta liste en disant qu'est-ce que je peux faire après, j'ai 40 ans, qu'est-ce qui se passe demain ? Tu mettais quoi dans cette liste-là ? Alors honnêtement, j'ai pas tellement eu le temps de faire ça parce que d'abord, j'avais vraiment pas beaucoup d'idées et puis finalement, ça s'est fait assez vite. Donc j'ai pas tellement eu le temps de gamberger et de trop modéliser un peu la suite des événements. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais plutôt commencé à regarder du côté des grandes entreprises et puis finalement me retrouver dans une structure avec un chef qui me dirait quoi faire, à qui je devrais rendre des comptes, etc. Dans ce moment de mon existence, j'avais vraiment envie de plus de liberté. J'avais envie de créer quelque chose aussi qui soit vraiment à moi ou à l'équipe que j'assemblerais. Donc c'était un moment où la grande entreprise, c'était pas pour moi. Est-ce que tu peux me rappeler quel président a déclaré « Je n'aime pas les riches » Je pense qu'on s'en souvient tous. Hein. C'est un président pour lequel tu as travaillé, qui était ton chef. Donc, qu'est-ce qu'on t'en a pensé à ce moment-là, quand tu étais au gouvernement? Je me souviens, parce que je me souviens plus très bien quand il a dit ça. Je ne sais plus s'il l'a dit quand il avait été élu, ou il me semble que c'était plus ancien. Je me demande même si c'était pas avant, quand il était premier secrétaire du Qu'est-ce que tu en penses quand tu ne pensais pas? Tu pensais que c'était un effet d'annonce, un effet de manche? Quand on est en campagne, on utilise un vocabulaire qui est différent de celui qu'on utilise. Donc, j'aime pas ça parce que j'aime pas du tout, et puis ça correspond pas tellement à la personne en fait, donc c'est ça qui est assez étonnant. J'aime pas les choses qui clivent et qui activent finalement cette lutte des classes qu'on voit se réactiver en ce moment, et je trouve que de la même façon que de parler de manière méprisante des gens qui sont pauvres, ce qui me heurte encore plus, parce que les gens riches, finalement, ils s'en fichent un peu si François Hollande dit « j'aime pas les riches ». J'aime pas du tout ces choses qui assignent, en fait. C'est une façon de parler, une façon de communiquer, un vocabulaire qui classe les gens, qui les assigne et qui monte un peu les gens les uns contre les autres. Et c'est pour ça que c'est étonnant, parce que c'est pas tellement dans l'ADN de François Hollande de fonctionner comme ça. Et donc, quand il t'a entendu parler de ton fonds d'investissement, qui est quand même une vision un petit peu différente de celle qui pouvait plutôt, enfin, celle qui le portait, il a été
un soutien? Il a été ni un soutien ni rien en réalité. Bon, quand je l'ai croisé après, il m'a dit bravo. Il voyait l'entrepreneur en toi. Oui, parce que il y a des gens parfois qui me disent mais t'es socialiste, comment tu peux monter un fonds d'investissement? J'ai toujours trouvé ça un peu idiot en fait de dire. C'est forcément binaire, c'est forcément là. Ouais, donc si on est socialiste, on doit être soit fonctionnaire. Enfin, c'est absurde. Et comment on peut avoir des comment d'après toi, tu peux arriver à changer ça? Justement, par des gens comme toi qui arrivent à dire on peut faire les deux, on peut utiliser, et là encore une fois, soyons clairs, on ne parle pas de finance de marché, on parle de finance d'entreprise. Et je pense qu'il y a une vraie différence entre les deux. La finance de marché aujourd'hui pose certainement un grand nombre de problèmes, d'incapacité qu'elle est très peu tenable. La finance d'entreprise, ce que tu fais et ce que d'autres personnes font, ils financent des projets pour qu'il y ait un développement. Et donc, est-ce que toi, comment arriver à changer cette vision justement qui est extrêmement binaire, où tu penses qu'il n'y a pas grand-chose à faire? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est pas... Moi, aujourd'hui, je suis passée dans autre chose. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de convaincre. Je fais des choses qui m'intéressent. Je pense que l'équipe qui est autour de moi est passionnée par son métier. On accompagne des entrepreneurs. On leur donne de l'argent, bien sûr, pour développer leurs projets. Mais on est aussi à leur côté pour essayer de réaliser, de concrétiser leur ambition. Et d'une certaine façon, je ne fais pas une chose très différente de ce que je faisais quand j'étais ministre en charge du numérique et de l'entrepreneuriat. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas de problème si les gens trouvent que ce que je fais est nul et pas socialiste. Honnêtement, maintenant, je suis dans une phase de ma vie où je m'en fous. Bien sûr, c'est qui est pas mal. Non, je voyais d'une manière un peu différente. C'est justement arriver à démontrer que quelqu'un qui est très marqué, parce que tu es quand même marqué, vraiment quelqu'un pour qui ces sujets sociétaux sont des sujets importants, et d'arriver à démontrer que tu peux avoir la capacité à faire un métier qui est totalement, en tout cas, vu différemment, ça peut fonctionner. Les deux peuvent fonctionner. Je pense que c'était surtout pour ça la question, et je pense que justement, il faut surtout pas s'en foutre. Il faut justement arriver à démontrer que c'est faisable et que cette binarité qui a existé pendant des années peut peut-être être vue un peu différemment. Un porte-parole du gouvernement récemment plaidait l'idée selon laquelle la suppression de l'ISF n'était pas un cadeau aux riches, ne rigole pas, mais que le but était que l'argent revienne dans l'économie réelle. Que penses-tu de cette suppression de cette taxe et ce remplacement par cette IFI, l'impôt sur la fortune immobilière? Moi, si tu veux, je pense que le système fiscal, il doit encourager l'initiative, il doit encourager le travail, il doit pas encourager la rente, pas encourager la reproduction des situations acquises. Donc moi, je suis très favorable à une fiscalité qui taxe assez fortement l'héritage, par exemple, la transmission du patrimoine. Je pense qu'il est totalement légitime de vouloir transmettre le fruit de son travail et de sa vie professionnelle à ses enfants, mais que ce soit taxé au passage parce que les cartes doivent être rebattues à chaque génération, c'est quelque chose qui ne me choque pas du tout. Voilà. Donc, le problème, je pense, de l'impôt sur la fortune, et encore, c'est un impôt qui a un rendement qui est assez limité, c'est vraiment la charge symbolique. C'est-à-dire qu'à un moment où on augmente la CSG sur les petites retraites, où on baisse les allocations familiales, supprimer l'ISF à ce moment-là ou le remplacer par l'impôt sur la fortune immobilière, c'est pas neutre. Message que tu c'est dis. Pas neutre. Donc c'est plus le moment qui a été choisi, la contemporanéité de choix budgétaires ou fiscaux qui était particulièrement, qui adressait un message et qui ne pouvait pas adresser un autre message que je ponctionne ceux qui n'ont pas grand-chose, et au nom de l'attractivité, pour éviter la fuite des milliardaires, j'allège la charge fiscale des super riches. Et en réalité, c'est le constat qui doit être fait objectivement, c'est-à-dire que peut-être que c'était une mesure d'attractivité, et moi je le comprends. Aujourd'hui, les personnes et les capitaux circulent librement, et c'est vrai que avoir des gens qui préfèrent aller faire fructifier leur argent ou leur intelligence ou leur esprit d'entreprise dans d'autres pays, c'est pas bon pour notre pays. Mais c'est juste que quand on fait de la politique, il y a des séquences qui sont maladroites, et il y a des choses qu'on fait dans le bon ordre, quoi. Une petite question culturelle, parce que tu ne peux pas y échapper. Corellia, ton fonds d'investissement, est une référence à une planète de Star Wars. Très bien informé. Il paraît aussi que tu es autant fan de Delpech que de Wagner. Donc cette double vision de la culture, et c'est quand même assez rare, accessible d'un côté et exigeante de l'autre, c'est important pour toi ? Très important, parce que c'est exactement ce que j'ai essayé de mettre en avant quand j'étais ministre de la Culture. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, une politique culturelle, c'est une politique qui, non seulement dans la production culturelle, du côté des créateurs et des artistes, met en avant des nouvelles formes de création et n'établit pas des hiérarchies entre ce qui serait noble et ce qui serait moins. C'est ce qu'ont vécu pendant des années la BD, le street art, la cuisine, même, enfin la gastronomie, etc., qui sont des choses patrimoniales, mais qui étaient considérées, ou la mode même, qui était considérée comme un peu de seconde zone. Comme le cinéma à une époque aussi a pu l'être, comme les séries télévisées le sont aujourd'hui. Et donc pour moi, il était important de reconnaître l'égale dignité, ou en tout cas la dignité de plein de genres de créations artistiques. Et du côté de l'accès,
il me semblait aussi très important de dire à ceux qui ne sont pas nés avec la culture en héritage, qui peuvent s'ouvrir des champs. Ça ne veut pas dire que je veux que tous les... que je souhaite que tous les enfants, quel que soit leur milieu d'origine, aiment l'opéra ou aiment la musique baroque, mais en tout cas que ce soit un champ des possibles qui leur soit ouvert. Parce que parfois, il y a des épiphanies, il y a des révélations. Et ça, j'ai organisé souvent des portes ouvertes au ministère de la Culture où on faisait jouer des symphonies de Mozart devant des petits gamins d'une ZEP du nord de Paris. Et on voyait bien sur le visage des gamins qu'il y en avait qui s'en foutaient, on les avait perdus au bout de 5 minutes, mais il y en avait qui n'avaient jamais entendu ça et qui, tout d'un coup, avaient envie de tenir un violon dans la main. Donc, même s'il y a une révélation sur 100 gamins, je trouve que c'est ça qui est important. Et donc, moi, j'avais envie de travailler sur cette question de l'accès à la culture, qu'elle soit la culture avec un grand C, la culture dite haute culture ou culture noble, patrimoniale, etc. Ou que ce soit, moi je m'en fiche s'il y a un gamin qui a jamais tenu un bouquin de sa vie, ce premier bouquin, ce soit une BD. Je pense que l'important c'est d'avoir un objet transitionnel qui va permettre d'accéder ensuite à une pratique culturelle. Et donc moi j'avais un peu cette approche-là, mais l'éclectisme, en fait, n'est pas encore complètement aujourd'hui, je pense, reconnu. Et on considère encore que c'est plus chic d'aller voir un opéra de Janacek que de regarder une série sur Netflix, quoi. Dans une interview au JDD, Manuel Valls, donc ancien Premier ministre, dit de toi qu'il n'exclut pas que tu reviennes un jour sur la scène politique. Vrai ou faux ? Qu'il l'ait dit, c'est sans doute vrai. Si tu le dis, je me rappelle pas avoir vu cet article. Je n'invente pas. Mais non, je crois que j'ai eu un cycle très long parce qu'il ne s'est pas cantonné aux années où j'étais au gouvernement, mais j'ai été fonctionnaire pendant près de 15 ans, donc j'ai eu un long cycle service public. Et puis aujourd'hui, je suis passée dans un cycle où j'ai envie de créer autre chose. Et quand je le fais pas en ayant un œil de côté pour essayer de capter des opportunités qui passeraient. Je suis à fond, dans mon fond. Je suis à 100% dans cette nouvelle aventure, avec cette équipe, avec ces investisseurs que j'ai. Et j'ai pas du tout l'œil rivé sur un Marocain qui pourrait se libérer. Parfois, les gens, tu sais, qui ont passé quelques années, il y a toujours une petite musique. Est-ce que elle peut toujours exister, même si elle est toute petite? Non, mais l'intérêt pour la chose publique, pour la politique, il est toujours là. Et l'addiction aux dépêches, etc., à la presse, évidemment, ça change pas. Mais en revanche, je suis assez convaincue que je suis passée à un autre cycle. Et un petit quiz pour terminer ce podcast. Alors, le quiz, simple, 2 questions, 1 réponse. Tu peux argumenter ou pas, tu fais comme tu veux. Bureau des légendes ou Baron Noir? C'est très difficile. Je sais. Alors là, j'ai vraiment du mal parce que c'est vraiment les deux, quoi. J'ai pas le droit de dire les deux. Bureau des légendes. Carmen ou Madame Butterfly? Carmen. Série ou film? Ça aussi, c'est pas facile. Le monde a changé. Ah ouais. Je reste très très film. Je reste très cinéphile, mais j'adore les séries. La réponse vraiment. Là pour l'instant, voilà. Scrabble ou Monopoly? Scrabble. Festival de Cannes ou Vivatech? Vivatech. T'as hésité. Ouais. Racine ou Giraudoux? Ça, c'est pas Racine. WhatsApp ou Kakao Talk? Line. Ouais. Google ou Quant? Quant. French Tech ou French Kiss? French Tech. ISF ou IFI? Je ne paye ni l'un ni l'autre, mais IFI, allez. IFI. Leila ou Yoda? Yoda. Daft Punk ou Gangnam Style? Daft Punk. Adopi ou Gorafi? Gorafi, sans hésiter. Bâton de pèlerin ou requin pèlerin? Bâton de pèlerin. Fleur, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à tous d'avoir écouté Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. À la prochaine.